Alors moi, je suis admin, je suis derrière la caméra, on ne me voit pas. Mais peut-être qu'on me verra un moment ou un autre. Mais donc là, je suis en train d'interviewer Alain Guillard sur son aventure incroyable de 2005 qu'il avait commencé à nous raconter sur son catamaran. Oui, alors oui, une aventure en 2005, c'est-à-dire il y a 15 ans maintenant. On a pris un coup de vieux depuis. Hein, mais bon, c'est très intéressant de faire un commentaire là-dessus 15 ans plus tard. Alors, c'est une aventure qui est née en fait en 2002, suite au baptême du navire de la Coupe de l'América français Areva. Et le baptême que je suis très fier d'avoir véritablement saboté. Voilà. Et donc, suite à ce sabotage que j'estime parfaitement réussi, nous avons, et qui a fortement porté chance au bateau Areva, qui a fait une piteuse prestance d'ailleurs, nous avons, le réseau sortie nucléaire m'a demandé de continuer la lutte antinucléaire par une action maritime. Et j'ai proposé la traversée de l'Atlantique en planche à voile à une assemblée générale je crois que c'était en 2003, et qui a été approuvée quasiment à l'unanimité par l'ensemble du réseau. Et donc nous voilà partis à préparer cette aventure grâce, comme je tenais à un chantier naval, j'avais quelques fonds de coque à bricoler. Et j'ai fait de la récupération d'épaves pour faire cette planche à voile. Cette planche à voile qui s'appelait Défi sortie nucléaire et qui après, l'aventure, nous l'avons appelée Défi énergie équitable suite aux dissensions qui sont apparues avec le réseau qui s'est opposé à notre départ suite à des problèmes de sécurité. Voilà. Et nous voulions quand même partir parce qu'on avait préparé ça depuis si longtemps qu'il n'était pas question d'abandonner le projet. Nous sommes partis, ça nous a retardé de quelques mois, mais bon, nous sommes partis en septembre 2005. Le 11 septembre, nous avons quitté Vannes, voilà. Ou Belle-Île, oui, voilà. Alors là, nous voyons une suite d'images qui montrent elles ne sont pas évidemment dans l'ordre chronologique puisqu'on voit la construction. On voit plutôt la réfection de l'épave. Dire la Dimitri avait les pieds au fond de la coque, mais il n'y avait pas de fond de la coque, justement il était les pieds par terre, parce qu'il n'y avait pas de fond. Là, des bricolages avec des personnes plus ou moins compétentes, mais de très bonne volonté. Tout le monde a mis le cœur à l'ouvrage pour réaliser ça. Et je me marre en voyant ces images. Le retournement de la coque, voilà, avant de poser le fond. Et voilà, et là c'est une image très émouvante de la mise à l'eau, la première mise à l'eau de la planche. Et c'est vraiment une planche à voile avec un fond très très plat. Voilà. Alors je dis que c'est une planche à voile parce que c'est un engin qui est propulsé avec des voiles de planche. Mais comme j'avais un peu peur de la stabilité, on lui a rajouté une deuxième petite coque. En fait, c'est une planche à voile prao. Voilà. Prao comme les pirogues de l'océan Pacifique. Et même si elle paraît assez pataude comme ça, c'est quand même une forme au niveau hydrodynamique qui est élaborée. Hein, je me targue d'avoir réalisé un joli bateau là. Le copain paysan qui me met à l'eau, qui met la planche à l'eau. Voilà. Et nous sommes au fond du golfe du Morbihan, qui est un endroit magnifique. C'est pour ça qu'on voit les oies ou les canards qui sont... Voilà. Il est temps que le tracteur sorte de l'eau parce que bientôt la marée va monter trop haut. Voilà. Et la planche flotte enfin.
Vous avez eu beaucoup de soutien dans votre projet? Alors, on a eu des soutiens, oui, on a eu du soutien de particuliers qui nous ont bien aidés. On a eu des soutiens juste avant le départ pour le matériel de sécurité que nous n'avons pas eu par le réseau Sortir Nucléaire, et là ils ont fait une énorme erreur. Hein, alors qu'ils nous avaient promis, malgré nos dissensions, ils nous avaient promis le soutien qu'on partirait avec du matériel de sécurité. Ils nous l'ont pas fourni. Là, on voit toutes les planches. Là, on voit toutes les voiles qui sont posées. Et vous, regardez, vous avez vu Eugène Riguidel en casquette, voilà, qui était un fort soutien du projet d'ailleurs. Et nous avons eu un soutien de la part d'une auteure de Questembert qui nous a prêté le plus important de notre moyen de sécurité, c'était un téléphone Iridium qui nous permettait de communiquer et de pouvoir appeler en cas de détresse. Ah, là nous voyons l'un des administrateurs du réseau, là, Eugène Riguidel, l'un des administrateurs du réseau avec qui je suis en forte discussion et avec qui ça passe très mal. Voilà. Je me suis arrangé avec lui depuis, hein. L'eau a passé sous les ponts. Hein. Voilà. Et pendant ce temps, pendant que toute ma fine équipe est en train de bricoler, ne s'occupe pas de nos petits problèmes personnels, et voilà, on bricole. Le disque qui part. Attends, on est en train de monter un truc avec André, on a passé 2 heures. Alors là, nous sommes au fond du golfe du Morbihan, au port de Vannes, à la pointe des émigrés, exactement, et nous allons tirer, c'est pas les premiers bords, c'est les deuxièmes. Tout ça, alors normalement, moi je peux pas me faire photographe, moi. C'est pas toi. Je laisse je vais pas rentrer dans le détail, ce qui serait très intéressant, mais on n'est pas forcément là ce soir pour ça. Je vais pas rentrer dans le détail de nos dissensions, mais simplement dire que le réseau a été d'une grande malhonnêteté vis-à-vis de ce projet-là. Et bon, maintenant, ils ont dû manger leur chapeau, quoi, parce que nous sommes partis, nous avons réalisé le projet, et ils ont été incapables d'en profiter, en plus, malgré toutes mes demandes. Ils ont été incapables de communiquer là-dessus et de profiter de l'impact que ça aurait pu avoir, et même d'une éventuelle réconciliation qui m'aurait permis de faire beaucoup plus que ce que nous avons fait. Voilà. Peut-être qu'on en reparlera peut-être un peu par la suite. Alors là, vous avez vu, j'étais en train de bricoler sur la plage une poulie pour remonter la dérive que j'ai construite voilà, sur place. Tous les copains qui sont en train d'installer les autocollants nucléaires No Thanks. Alors avant c'était des grosses lettres défi sortir nucléaire, mais nous avons dû repeindre la planche parce que c'était plus défi sortir nucléaire, quoi. Hein. Nucléaire No Thanks. Le réseau Biocop qui nous a soutenus, qui nous a fourni des palettes de nourriture pour des palettes de nourriture pour nous. Une palette de 500 kg, hein, nous avions 500 kg de lentilles, de riz, de quoi, comment ça s'appelait, de tofu. On n'en pouvait plus de bouffer du tofu, on n'en pouvait plus, on ne savait plus comment le préparer. Voilà. La petite figure de proue qui est en train d'être installée à l'avant d'une des coques, là. Voilà. Et évidemment le drapeau français qui flotte, parce que vous voyez là un navire jouissant avec un acte de francisation, jouissant de tous les droits octroyés aux navires français. Et je suis très fier d'avoir pu, et je remercie les affaires maritimes et l'État français d'avoir pu nous fournir un acte de francisation. Voilà. Ce qui était tout à fait obligatoire pour pouvoir faire cette traversée. On ne part pas en mer sans acte de francisation, bien sûr. Voilà. Là, c'est les petites réunions juste avant le départ, les interviews avec quelques journalistes, les copains qui montent les voiles, et nous voilà quasiment sur le point de partir de Vannes.
la bouteille de champagne, voilà, au départ. Des questions, monsieur Yann? Non. Non, Continue. Ah oui, oui, oui. Alors ça, Continue c'est... de commenter. Voilà, juste un gag, c'est en fait, nous sommes tous en rouge. Stop, vas-y. Oui, juste un gag. Nous sommes tous en rouge parce que nous avons donné nous avons fait un coup de pub pour un camping du coin, le camping Los Colos. Et donc pour le départ, nous avons revêtu des t-shirts. Voilà. Et personne vous avait dit que vous étiez fou de faire ça? Ah ben si. Ah ben si, ça a été une opposition. Alors une opposition, bon, une opposition quand même très assez musclée, sachant que le bateau, attention, le bateau s'appelait Défi sortir du nucléaire. Évidemment, là, on touche à quelque chose qui ne plaît pas, hein, faut bien dire. Et je suis au regret de dire que il y a au moins 2 revues nautiques ne nous ont pas fait de publicité, au contraire. Ah là, juste une image avec le prao de mon frère, le prao des jours meilleurs, et puis nous qui nous amusons à lever la petite coque voilà, derrière. Non, non, nous n'avons pas été soutenus médiatiquement, nous avons dû tout faire. Il y a une association qui s'est montée suite à la défection du réseau, une association pour nous soutenir et pour essayer de trouver un petit peu d'aide financière. Des amis ont mis la main au portefeuille pour aider à la caisse de bord. On a eu, et puis ce fort soutien au niveau sécurité de monsieur Serrazin, que je nomme parce qu'il le mérite, monsieur Serrazin qui nous a prêté son iridium pour la traversée. Voilà. C'est quoi un iridium? Un iridium, c'est un téléphone satellitaire. Voilà, c'est un téléphone satellitaire qui nous permettait de pouvoir communiquer partout sur la planète, si jamais nous avions un gros problème. Évidemment, nous n'en avons pas eu. Non, nous avons une petite frayeur. Voilà. Suite à Bruce, l'un des équipiers de la planche, est tombé malade entre Lisbonne et les Canaries. Et en fait, il s'est avéré que c'était une constipation extrêmement sévère qu'il a résolue à l'hôpital de Tenerife. Voilà. Bon, je vous passe les détails. Voilà, voilà, ça c'est une très très belle rencontre régulièrement avec des dauphins qui venaient nous dire un petit bonjour, qu'on appelait en tapant sur la coque et ils venaient nous dire bonjour, ils nous accompagnaient pendant 5-10 minutes, quelquefois plus. Voilà. Ça évidemment, ce qu'il y a de plus important à bord d'un bateau, c'est la cuisine. Il faut manger. Et donc, voilà. Un peu de musique. Voilà. Ça a quelques vues panoramiques de la planche. Alors évidemment, comme nous sommes des grands sportifs, nous tenons nos voiles à la main juste au moment du départ pour régler le bateau suivant l'allure qu'il a. Et après, l'un de nous passait derrière les autres avec des bouts de ficelle pour amarrer toutes les voiles. On le voit, voilà. Et nous ne nous sommes jamais cachés d'avoir amarré nos voiles. Bon, alors que les copains qui ont traversé l'Atlantique avec d'autres planches pourraient le dire qu'ils le faisaient aussi. Hein. Voilà. Sauf les planches solo, bien sûr, parce que ça, ils ont du mal. Là, un petit peu de mauvais temps qui commence, avec de la pluie. Et ça, c'était au passage du Cap Finistère. Le Cap Finistère vient d'être passé après le golfe de Gascogne, qui s'est très bien passé dans le petit temps. Et là, vous voyez la planche qui déboule à fond, mais on a eu très très vite une avarie. Le système de gouvernail que j'avais mis en place avant a lâché. Donc on en avait 2, il y en a un qui a lâché, quelques heures plus tard le deuxième a lâché, et nous voilà, à un moment, nous allons être sans gouvernail et bien embêtés. Bon, voilà, c'est pour ça, vous voyez, avec un aviron de queue
bancal et on n'arrive à rien. Là, voilà. On n'arrive à rien et ça va durer quelques heures avant qu'on arrive à se recaler, à remettre la planche, à garder la planche bien vent arrière pour nous protéger des vagues qui vont se former. La mer n'est pas encore formée là, mais ça va pas tarder. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui ne va pas tarder non plus à arriver, c'est la fatigue pour tout le monde. Parce que ça va durer une 50aine d'heures, tout ça. Voilà. Alors, c'est pas un vent très fort, hein. On a dû avoir 30, 35 nœuds, peut-être un peu plus dans les rafales, mais bon, c'est... Voilà. Mais sans gouvernail, c'est délicat. Avec, voilà. Donc, il a fallu mettre des traînards. Des traînards, ce sont des cordages que l'on met à traîner derrière le bateau et qu'on dirige latéralement pour pouvoir mettre le bateau à l'allure que l'on veut. Voilà, nous sommes en train d'installer tout ça, nous essayons de bricoler, de faire, de nous tenir tant bien que mal avec 2 voiles et pour arriver à diriger le bateau, la planche, à éviter qu'elle se mette en travers. Mais c'est difficile et on n'y arrive pas. On va bientôt y arriver. Voilà. J'étais avec un seau, pareil. Quand le traînard ne suffisait pas, je mettais le seau à l'eau pour faire tourner le bateau là où je voulais qu'il tourne. Voilà, dans la direction où je voulais qu'il tourne. Voilà. Et voilà les fameux traînards. Alors, une petite anecdote. Pendant là, il est arrivé le moment, là, on n'est pas loin du moment où tout aurait pu basculer à ce moment-là. Le bateau se met en travers, la mer avait commencé à se former, le bateau s'est mis en travers de la vague avec la petite coque du mauvais côté, c'est-à-dire la petite coque sous le vent. Et donc c'est la grande coque qui était face à la mer qui déferlait. La mer qui devait faire 5 mètres de haut, les vagues 5 mètres de haut, et ça déferlait sur 1 mètre sur 1 mètre de sommet de la vague. La planche a été prise dans cette déferlante, et moi, Sylvain, que vous voyez là, se trouvait sur le pont de la grande coque, et moi, à ce moment-là, je me trouvais sur le filet, justement en train de vouloir jeter un traînard pour essayer de redresser la planche qui n'était pas du tout bien placée par rapport à la mer. Et la déferlante nous a pris trop vite, et voilà que la planche a commencé à chavirer. La petite coque s'est enfoncée sous l'eau, moi j'ai eu le temps de me cramponner au filet, hein, et j'ai senti que je passais sous l'eau, je croyais que la planche allait complètement chavirer, et donc ma tête est passée sous l'eau, mais je me tenais et je ne voulais pas lâcher. Et il ne fallait pas que je lâche d'ailleurs. Hein. Et elle a dû prendre 35-40 degrés de gîte et puis la petite coque a réussi à refaire surface. Et là, pendant 2 bonnes heures, ça a été rebataillé pour mettre la planche dans l'axe, réparer tous les dégâts à l'intérieur, nettoyer tout, les 20 kilos de confiture de bananes, parce qu'on avait eu un régime de bananes donné par la Biocoop. Et évidemment, toutes les bananes mûrissent en même temps, c'est normal pendant le golfe de Gascogne, dans le golfe de Gascogne. Alors, parce les bananes étaient trop mûres, donc on avait fait 20 litres d'une espèce de compote de bouillasse de bananes, voilà, qui était très bonne d'ailleurs. Mais malheureusement, tout ça s'est renversé dans la planche pendant le chavirage avec 2 bouteilles d'huile cassées. Ça a été une horreur. Ça a senti la banane pendant des jours et des jours à l'intérieur de la planche. Et puis on a dû tout jeter, quoi. Voilà. Donc là, vous nous voyez en train de nous batailler tant bien que mal pour eux, essayer de continuer. Bon. Et la fatigue va commencer sérieusement à s'installer. On voit la mer qui commence à creuser un peu, là. C'est rien, c'est rien. Et la nuit qui arrive. Et là, je crois qu'on a une seule voile, on est à peu près stabilisé. Ah, pour les images, c'est pas mal non plus. Ça va, ça baigne. On prend quelques petits repos. Mais on ne peut pas dormir là. Enfin, moi, je dors pas.
Eux, ils arrivent à dormir, ils sont pas trop inquiets. Ils voient que le bateau, on a réussi à gérer le tout. On s'éloigne des côtes du Portugal parce qu'on était sans gouvernail au niveau du rail des cargos. Et donc là, je prends la décision de partir au large, au sud-ouest, et pour fuir les cargos, parce que les cargos, ils regardent pas tout le temps. Ils regardent pas tout le temps sur l'eau. Nous sommes tout petits. L'éco-radar, il est faible. Et donc nous nous méfions et nous nous éloignons de la côte de l'Espagne et nous partons au large. Voilà. Ça y est. J'avais pas mis mes bretelles. Et nous sommes harnachés, nous avons mis les harnais. Vigilant, hein. Nous nous attachons, là nous nous attachons. Nous ne sommes pas manœuvrants du tout, il n'est pas question de faire la moindre erreur et que l'un de nous parte à l'eau. Un petit coup de gnôle, ouais. Et un petit coup de gnôle là, Eugène. Ouais, moi je suis d'accord pour la petite lampette de gnôle. Il n'y a qu'une seule voile, toutes les voiles sont fermées sur le pont, ramassées, sanglées. Tout est bloqué. En cas de prévision d'un deuxième coup dur, qui n'arrivera pas. C'est parti, c'est parti. Généralement c'est fait pour ça, quoi. Et comme vous pouvez le constater, le moral est bon à bord. Là, ils sont tous en train de bricoler. Là, tout le monde est content. Et curieusement, il y a eu là, il y a eu un petit moment d'inquiétude, mais bon, tout le monde a pu garder le moral ou fait semblant de le garder. Et nous avons pu rebricoler un gouvernail et nous sommes repartis. Et regardez ma tête là, ça fait 40 heures que je dors pas et bon, j'ai un peu une tête d'halluciné. Oui, mais ça c'est mon état normal. À la nuit, c'était magnifique. C'est là le moment où le vent était le plus fort. Et par contre, nous étions... il n'y avait que 2 qui étaient sur le pont, harnachés, bien sûr. En permanence, il y avait 2 personnes sur le pont pour tenir la barre du bateau. En permanence. Je voulais pas que quelqu'un soit seul. Ambiance de nuit, pleine lune à l'intérieur de la planche. Des belles images la tempête, de mer, des souvenirs merveilleux de ces moments-là. Avec évidemment une petite appréhension parce que notre gouvernail, c'est un gouvernail de fortune. Un petit peu. Pas au point. On a perdu, dans le chavirage, on a perdu une partie de la petite coque qui était en mousse. C'est un peu compliqué à expliquer pourquoi, c'est parce que on va essayer, la planche, j'avais prévu qu'elle soit redressable en cas de chavirage. Et heureusement, nous n'avons pas eu Voilà, le père Sylvanus, essayer de la redresser. après une nuit de tempête. Et là, Sylvain qui dort même avec ses bottes. Voilà, parce qu'il est tellement crevé que il va se coucher tel quel, avec sa combinaison, enfin tout. On dort bien, on est bien versé. Voilà. Nous voilà en mer. Là. Ça fait combien de temps que vous êtes en mer ? Là, ça fait donc, nous sommes partis de Belle-Île et nous sommes arrivés à Lisbonne une semaine plus tard, près de Lisbonne, au port de Peniche. Une semaine plus tard, et nous avons mis... on répare le safran. Après, nous mettrons 4 jours pour aller aux Canaries. On va y arriver, Faut garder le positif des fois. 2 safrans une nuit. 2 safrans une nuit. Et là, ça bricole toujours sur l'un des gouvernails qu'il faut réparer pour... Calmer, j'allais faire le plus. Et pourtant. La mer est bien formée là. Elle va se calmer bientôt. Voilà. Et une fois qu'elle est calme, la routine va Après reprendre. une jolie tempête de 2 jours, nous voilà revenus à la réalité. Épluchure de tomates. Regardez-moi ça. Sylvain qui prépare Et la le bateau bouffe. vient d'être rangé. Il épluche des tomates. Et moi, je suis là, peinard. Et le moral revient au beau Alors fixe que, tu avec vois, il y a des épluchures qui se Dimitri font toute la qui journée. chantonne en barrant. Alors que là-haut, ça bosse dur. Nous avons pu rehisser les voiles
Et nous allons bientôt arriver en vue de la côte du Portugal. Et évidemment, nous fêtons dignement ça à coups de bière pour mes copains. Et d'une bouteille d'eau de vie que nous avait donnée juste avant le départ notre grand ami Eugène Ruguet. Voilà, c'est parti. Tendez. Nous avons fait un honneur à sa bouteille. Petit matin, Le calme plat en baleine. Arrivant à, Petite journée sur de les côtes du pétrole. Portugal. Nous avons été accompagnés Large du pendant Portugal, 2 on heures. attend. 2 heures avec une... As-tu Je vu sais la pas quelle baleine? espèce de baleine c'était. C'était des balénoptères, des bêtes de C'est grave. Hein. 2-3 tonnes et de 6-7 mètres de long. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est Très curieuse. Elles sont là, Monte elle est là, bien voir elle la est là, à baleine. côté de nous. Elle est là, elle nous regarde. On la regarde. Deux fois. Non, 2 fois là. Donc la curiosité des deux côtés, hein, c'est ça qui est étonnant. Ouais. Quoi. Je trouve pas Et après, nerveux ça a ce été matin, les dauphins. Boss. Quand les dauphins sont arrivés, elle est partie. Ça va. Il y a un truc qui a explosé là. Ah, Bruce. J'ai mal dormi. Là, c'est les deux copains, Sylvain et Dimitri. Castambert, voilà. Ils essaient de pouvoir l'approcher sans faire de bruit. Voilà, on l'a eu. Mais elle est Comment il- timide, elle n'approchera pas plus que ça. Sylvain, tu peux me faire la baleine en attendant? On en verra plus tard des beaucoup plus grosses. Alors, vous voyez à l'avant, tout a été fait sur la planche avec de la récup. Là, le balcon avant de la planche, c'est Voilà. Regarde ça. un bout de wishbone. Oh, il est la baleine en même Les temps. voiles de planche C'est fabuleux. nous ont été Limite la donnés baleine, là, non? Quel bruit de gracieusement la baleine, par les écoles de voile du Morbihan qui nous ont donné les voiles qu'ils allaient jeter à la poubelle. Donc je suis très content d'avoir pu faire réaliser cette traversée avec du très vieux matériel. Plus quoi. là. Et pareil pour les mâts, on est parti avec 22 mâts de planche, des vieux mâts qui partaient à la casse. Pareil pour les voiles. Oh, il y a une baleine Tout là, ça, il y a ça une partait baleine. à la poubelle. Ils se débarrassaient de leur je remercie, la moitié synagote. Et puis l'école de voile d'Etel aussi qui Voilà, nous a voilà. bien fourni, à Penvins aussi. Ils nous ont bien aidés avec du matériel de planche à voile. Ah bah c'est de la récupération, tout ça, moi j'avais trois voiles de planche qui m'appartenaient à mon frère et moi. Et Alors, on a mais fait quelque chose à la traîne tout là ça tout le reste c'est de la récup donné par les écoles de voile. C'est pas du matériel de haut de gamme, c'est du matériel vraiment d'école. Ce sont les élèves apprenaient avec Bruce, ces qu'est-ce que tu gréements-là. préfères? La rame ou la tempête? Alors après, on a eu des dons Tempête? de gens qui faisaient des régates et qui nous ont donné des belles voiles, des grandes voiles on a eu une voile de 8 mètres carrés, une voile de 9 mètres carrés donnée par des régatiers qui nous ont permis d'augmenter les surfaces et d'aller nettement plus vite. Voilà. Mais cette voile-là que vous voyez là, il y a des voiles qui ont fait 7000 milles. Sylvain, une fois qu'il aura fini ses traînes. Jamais une voile de planche n'a fait 7000 milles. Hein. De grandes rames et on rentre dans le Bon, port ils comme étaient ça. en piteux état en arrivant, Le bien numéro sûr. 3, il fait quoi là? Mais quand même, on a réussi à les préserver jusqu'au bout. C'est peut-être un peu le radeau de la méduse au lieu des autres. Alors là, nous essayons il n'y a pas de vent, plus de vent du tout aux abords de la côte du Portugal. C'est psychédélique comme Et musique. nous devons même ramer et jusqu'à ce qu'on tombe sur un pêcheur portugais qui est va où, nous là prendre en remorque. On voit la pointe. Et là, depuis comment elle dimanche, s'appelle, on n'avait la pas pointe vu la juste terre. avant d'arriver au port du Bon, ça Peniche. fait chaud, et après ce qu'on a vu. 6 jours, plus de 6 Il jours, va nous non? prendre en remorque. Bah oui, oui. On On ne sait est pas d'où on dimanche. sort, hein, évidemment. Ces non, on est parti gens-là, dimanche. ouvrent de grands yeux en nous voyant Dimanche arriver soir, parce qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Ce sont des naufragés, C'est dur, c'est quoi? C'est quoi? Ils ne comprennent pas. Quoi.
Et ce ne sont pas les seuls à n'avoir rien compris. Aux Canaries, ils n'ont rien compris non plus, pareil. Et même en pleine mer, on a un épisode en pleine mer. Tu as vu là, devant nous là? On voit un bateau, on était parti des Canaries depuis une semaine et on croise un bateau au large, Souspi. Lui, il descendait vers le Cap Vert et notre route allait se croiser. On s'est dit, ouais, on sort les bouteilles sur le pont, on se précipite, ouais, on fait des grands signes pour boire un coup avec eux et pour passer au moins une petite heure ensemble, quoi, hein, et discuter. Ils ont eu peur, ils ont mis le moteur pour nous fuir. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ce sont des migrants, c'est quoi? Ils ont eu peur. Bon. Eh ouais, on a été un peu dépités là. Hein. Ouais. Ah, alors là, on est arrivé à Peniche. C'est un petit port à l'ouest de Lisbonne. Et la planche va partir, on va rester une semaine pour faire un gouvernail, un seul gouvernail une destination qui n'ont pas atteint sans costaud. difficulté au moment de passer le cap Finistère. Et Le vent soufflait fort réparer cette la nuit, petite il a coque occasionné qui a quelques casses sur les perdu safrans et d'autres son petits fond. détails, mais le moral est bon. Cette étape va donc être consacrée aux réparations. Alors vous voyez tout le matériel, les mâts de planche qui sont rangés, et puis il y a des mâts qui sont en deux parties qu'on ne voit pas là, mais voilà. Là on bricole. Ils nous ont vraiment très bien accueillis parce qu'on a occupé le plan incliné là pendant une semaine. Ils nous ont rien demandé, ils ont été vraiment adorables. Puis faut dire qu'on était la curiosité hein, sur le port. Tout le monde venait là, si tu le mets sur Becky, elles vont pas rester. Hein. Nous interroger. Et notre Sylvain souci, était mis à mettre, contribution parce que Sylvain c'est un port de pêcheurs, ils savent ce que c'est. parlait très bien espagnol et s'est révélé très rapidement capable de comprendre le portugais. Curieux. Alors moi c'était pas mon fort. Hein. Voilà. Là on démonte la petite coque là, pour pouvoir la sortir de l'eau. Ah oui, là vous voyez les deux panneaux solaires, vous avez vu les deux panneaux solaires qui étaient notre seule électricité à bord, qui nous permettaient d'avoir de l'électricité à bord. Et à bord nous avions... Il va se casser la gueule. Ouais. On descend, les deux panneaux solaires, au maximum 100 watts, qui pouvaient donner au maximum 100 watts. Nous avions un petit ordinateur pour voilà, notre téléphone Iridium avec qui nous faisions une vacation radio, une vacation toutes les semaines avec Radio Océane et de Questembert. Et avec l'un des grands sponsors, Groland. Merci Groland. Ah oui, parce que Groland nous a soutenus, nous sommes passés, ça a été le seul grand média à nous soutenir vraiment. Il y a eu Ouest France, le Télégramme, mais au niveau télévision, ça a été Groland nous sommes passés tout. Et nous sommes d'ailleurs, je suis très fier de vous annoncer que nous sommes chevaliers de Groland. Ça pose son homme. Hein. Voilà. Ah, voilà, fin du film. Donc on va passer à l'étape numéro 2. Là. Voilà. Attention, t'es prêt? Oui. On va redémarrer. Je vais le mettre plein écran. Hop. Et c'est parti. Voilà. Alors là, nous sommes dans le bar d'une très belle personne qui nous a accueillis une fois au Portugal, qui nous a accueillis tous les jours. On mangeait chez elle, on mangeait dans son bar. Vous allez voir, on fait la fête. On remarque qu'il y avait plein de clients qui venaient aussi. C'est profitable à elle aussi. Alors voilà, ça c'est spécialité portugaise. Le barbecue dans la rue. Ah, ils ne se gênent pas, ils ont envie de faire un barbecue, ils mettent le barbecue dans la rue, ben, les voitures, elles ne passent plus. Voilà. Et c'est pas grave, tout le monde accepte ça, c'est vraiment très sympathique. Comment on mange les sardines ici alors? Voilà, regardez.
Hein? Pas la fourchette, regardez. Vous mettez la sardine, vous mangez? Voilà. Vous mettez la sardine. Voilà, c'est Dimitri et Sylvain qui jouent de la musique dans le bar. Et ça chante et ça boit. Bon. Pendant que Bruce et moi, nous bricolons. Alors, au moins, il y en a au moins 2 de sérieux là-dedans, quoi. Non, en fait, tout le monde était sérieux. Alors, les enfants qui jouent sur le port et qui regardent. Voilà. Et pendant ce temps, ça chante. Et ça, ils ont passé beaucoup de temps au bar, hein, c'est vrai. Hein, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de travail pour tout le monde. Bruce est charpentier, donc il m'a vraiment il m'a donné un bon coup de main pour rectifier ce qu'il y avait à faire. Et nous voilà partis, nous partons de Peniche pour aller à Tenerife, aux Canaries. Le bateau et les hommes vont bien. Écoutez Alain Guillard, le capitaine de bord. Ça se passe très très bien. Nous avons fait une traversée. Voilà, les derniers moments avant le départ. C'était très agréable. Les adieux. De nous caler, de voir comment nous étions ensemble, de savoir faire les repas. D'ailleurs, cette dame a chanté au bout du port au bout de la jetée du port de Peniche, elle a chanté une chanson, une saudade, c'est ça, voilà, une saudade, chanson portugaise reprise par Cesaria Évora au Cap-Vert. C'était très émouvant. Ouais. Et puis après, la mer nous a montré ce qu'elle nous montre d'habitude, c'est-à-dire un petit coup de vent, avec une mer très formée, difficile. Nous sommes pris en remorque par un pêcheur. La grande traversée que nous allons faire. Tout s'est bien passé, nous avons eu des petits ennuis parce que... Avec un beau gouvernail, beau gouvernail tout rouge qui va nous faire la traversée jusqu'en Martinique. Au Portugal, à Peniche, un port très joli, un accueil très sympathique des gens, une bonne ambiance, tout va bien. Et la suite des aventures d'Alain Guillard et de ses acolytes, c'est la semaine prochaine sur Océane, ou bien au jour le jour sur Océane. Alors là, nous sommes vente arrière, nous avons mis des voiles le plus en éventail tout au long du bateau, sur toute la largeur possible de la planche, soit 6 mètres. Fabrication du pain. Et la cuisine, parce qu'on ne meurt pas de faim. Hein. Mais on a bien mangé à bord. Alors vous voyez, vous avez vu la trappe de survie qui était très souvent ouverte parce que pour aérer l'intérieur. Et puis quand on faisait la cuisine, il faisait très chaud vite fait là-dedans, quoi. Et la trappe de survie, tu m'as dit, elle était conçue pour pas... Elle était conçue pour qu'on puisse naviguer par beau temps, trappe ouverte. Voilà. Et elle était sous le vent de la planche, parce que la planche navigue la grande majorité du temps avec la petite coque toujours au vent. Le vent vient toujours de la petite coque par rapport à la grande, et très rarement dans l'autre sens. Uniquement quand il fait vraiment beau, on peut le mettre dans l'autre sens. Mais la petite coque, elle ne sert pas de point d'appui sur l'eau, elle sert de contrepoids. Voilà notre arrivée aux Canaries avec cette île qui sort droit de l'océan, tout droit à 800 mètres de haut, avec au fond le Teide qui fait plus de 3000 mètres. C'est impressionnant à voir, on le voit de très très loin, on voit une terre arriver de très très loin et on met un temps fou à y arriver. Ah oui, une petite anecdote là. Avant d'arriver, on a eu un calme plat avant d'arriver aux Canaries, mais j'avais des équipiers très assidus à la barre et qui étaient vraiment... Les quarts de nuit se passaient... étaient libres en fait. Hein. Et je me réveille un matin, ils n'avaient pas voulu nous réveiller, ils étaient tous les deux sur le pont, très bien, bien entourés, avec quelques cadavres de bière. Et le bateau, dans le petit temps, avait fait 7 tours
enfin, la ligne de pêche avait fait 7 tours autour du gouvernail, pour vous donner une idée qu'ils étaient très assidus à la barre, quoi. 7 tours. Ils n'en revenaient pas. Ça veut dire que le bateau avait tourné, la ligne de pêche avait fait 7 tours autour du gouvernail. Ça veut dire qu'ils n'avaient absolument pas fait attention au cap qu'ils prenaient, ils s'étaient endormis, et puis le bateau était livré à lui-même. Mais bon, il y a un Dieu pour les aventuriers, hein. Tout se passe bien. Alors là, nous rentrons dans le port de Tenerife. Tenerife, qui est une très belle île, mais bon, on a eu très envie, vite envie de partir, parce que bah, c'est une espèce de... Il y a des rues entièrement, des banques. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Hein, mais voilà. Comment gâcher des beaux pays, quoi, hein? Des banques, des bagnoles, des embouteillages. Bon, ben, voilà. Une météo défavorable pour bouger, parce que des vents qui venaient du sud. On verra un peu la même chose. Maintenant, les vents se remettent au nord-est. Arrivé en Martinique, d'ailleurs, qui est malheureusement une île magnifique et qui est pourrie par la bagnole, quoi. Pourrie, complètement pourrie par la bagnole. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec des embouteillages monstrueux, des gens qui passent 1 heure dans leur voiture climatisée, à s'enrhumer, parce qu'après, quand ils sortent dehors, ben, ils vont à la pharmacie, ben, ça fait marcher le système, quoi. Voilà. Canal+, France Inter, Ouest de France, le Télégramme. Alors évidemment, il y a beaucoup de farniente à bord. Ouais. On passe le temps, on bouquine beaucoup. Et puis à Damien, mais je ne sais pas pourquoi là, Jean-Luc Rame commence à s'y intéresser. Bon, évidemment, il n'y a pas 36 caméras de télé à l'heure actuelle, mais bon, peut-être qu'en Martinique, ça sera bien mieux. Ah si, hein. Voilà, c'était avant d'arriver au port Non, c'était en partant de Tenerife, là. Et on essaie de monter, de diriger la planche vent arrière pour monter une voile de kite. Parce qu'on avait une grande voile de kite et on s'est dit, ben, on va quand même essayer de se faire tirer par un cerf-volant, quoi. En fait, on n'a jamais réussi. On manœuvrait ça comme des branques et on n'a jamais rien réussi à faire quelque chose de correct. Il n'y avait sans doute pas assez de vent. Et puis on ne savait pas s'en servir. Allez, à toi. Il va revenir. On monte. Alors quand même, là, il faut dire qu'arrivé aux Canaries, arrivé à Lisbonne, j'avais recontacté arrivé à Peniche, j'avais recontacté le réseau sortir nucléaire pour qu'ils communiquent, puisque soi-disant ils avaient peur pour une question de sécurité qu'on n'était pas... voilà. Et là, on avait fait notre période probatoire quand même. Nous avions traversé le golfe de Gascogne, nous étions arrivés au Portugal, nous avions eu des avaries que nous avions pu maîtriser. Maintenant, arriver la période facile de la traversée, qui était arrivée aux Canaries, et puis après la traversée de l'Atlantique. Donc arrivé à Lisbonne, j'avais contacté, refus de faire quoi que ce soit. Arrivé aux Canaries, j'avais recontacté, idem, refus complet, mais en contradiction totale avec l'intérêt du réseau sortir nucléaire, quoi. Ou alors j'ai rien compris à leur but, véritable. Hein. Est-ce que c'est de sortir nucléaire ou est-ce que c'est de quoi? Je comprends pas, j'ai pas compris. Et alors oui, là nous arrivons à cette petite île de Hierro, une île absolument merveilleuse, qui était au Moyen-Âge la dernière île connue de l'Occident. La dernière île la plus à l'ouest du monde connu. Ah, j'ai oublié de dire que Tenerife quand Tenerife a été découverte par
par les Portugais et les Espagnols de façon moderne, quoi. Il y a à la fin du Moyen-Âge. On est au point zéro, mais quand même. Elle était occupée par des anciens Phéniciens, les Guanches. Et elles ont fait qui avaient construit des pyramides. Les pyramides de Guimard, je crois que c'est comme ça s'appelle. Et c'est assez impressionnant. Voilà. C'est très peu connu, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé là-bas. Alors nous rentrons à la remorque d'un petit pêcheur dans le port de la Restignac. J'ai peur d'aller à terre. Imagine qu'il n'y ait pas de tomates ici. Si on est quand même venu chercher des tomates. Et les petits ronds. Des petits ronds. Des pommes de terre. Oh. Putain, s'il n'y a pas ça, on va devenir. Est-ce que vous pouvez dégager la piste d'atterratage? Ah mais ils viennent tout à l'heure. Ok, c'est clair. C'est bon. Au suivant. De faire un gros délire. La piste de déconnage, attention. Nous faisons un essai de planeur avec 2 voiles de planche assemblées et avec les wishbones, et nous faisons un après-midi chahut sur le port pour amuser nos amis de Hierro. Et d'ailleurs, ils nous ont regardés avec des yeux pas possibles en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces huluberlus, quoi. Ben, vous allez voir. On s'est bien amusé, c'est des souvenirs merveilleux. Hein. Voilà. On rencontre des mecs un peu bizarres. Oui, je peux raconter maintenant le coup d'Areva. Alors, premier Areva en 2002, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, veut participer à la Coupe de l'América en sponsorisant un bateau pour la Coupe de l'América, et nous sommes allés saboter le baptême du bateau qui devait être fait par Claude Lelouch et Patricia Cass. Et alors, ça a consisté, j'ai proposé cette action au réseau sortir nucléaire, que j'ai connu à ce moment-là, en proposant une action avec une espèce de pirogue, une espèce de pirogue de 14 mètres de long et de 70 cm de large. C'était le fond d'un bateau, le fond d'un flotteur de bateau, et stabilisé par une espèce de baignoire à 3 mètres de distance, 2 planches, 8 serre-joints pour tenir le tout. Mode prao, comme la grosse planche, quoi, en plus petit, beaucoup plus léger. Et 11 rameurs, dont Eugène Riguidel et Jo Le Guen, que je salue, qui était venu qui avait voulu participer, et puis toute notre fine équipe d'amis de Questembert, voilà. Et nous voilà partis dans la rade de l'Orient pour participer, pour aller voir ce baptême d'Areva. Et nous avons eu la bonne idée de venir du fond de Kernevel, alors que les bateaux arrivaient par la mer. Nous sommes arrivés par la terre, la planche sur une remorque. Nous avons monté la planche à 2-3 km de la base sous-marine où était le bateau Areva, et nous sommes allés à la rame jusqu'à la base sous-marine. Et à un moment, évidemment, nous avons été vus par les caméramans. Il y avait des caméras de partout du monde entier, vu l'importance de la Coupe de l'América au niveau sportif et industriel d'ailleurs. Nous avons pu, des journalistes nous ont vus et ont commencé à nous filmer en voyant la planche. Alors la planche, cette pirogue, il faut quand même vous dire, elle s'était appelée, il y avait quelqu'un qui l'avait appelée Stop Atomic Warrior. Et nous sommes 11
11 rameurs à ramer en allant à... Nous sommes à ce moment-là à 300 mètres du bateau de la Coupe de l'América. Et là, je vois se précipiter vers nous les bateaux des affaires maritimes, des douanes de la gendarmerie maritime. Et je dis, oh là là, j'étais à l'arrière avec Joe Le Guen et je dis, oh là là, on est mal là. Attends, il me dit, attends, tu vas voir. Il se met debout sur la planche, dans la pirogue, il prend son porte-voix et il dit, messieurs, les navires à rame sont prioritaires sur les navires à moteur. Veuillez nous laisser de l'eau. J'étais sidéré. Et le problème, c'est que il n'y a pas que moi qui ai été sidéré, c'est que la gendarmerie, tout le monde a été sidéré et on a vu les Zodiacs. Et là, Joe Le Guen me regarde d'en haut, il me dit, là, tu vois, ils sont foutus. Et effectivement, on les voit arriver penauds près de nous. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben, on va aller discuter avec les gens du bateau Areva et... Ah, mais c'est pas une action violente? Ah ben non, c'est pas une action violente, non, on fait pas... Le problème, c'est que le bateau, là, il commence à avoir peur. Ils se disent, ils arrivent avec une pirogue, ils doivent bien faire une tonne, là, plus d'une tonne avec eux dessus, 1,5 tonne, elle est pointue. S'ils nous touchent, on coule, parce qu'évidemment, ces bateaux-là sont très fragiles. Ils sont en carbone et en érex, mousse d'érex. Enfin, il suffit qu'on soit à 3-4 nœuds de vitesse, c'est sûr qu'on passe au travers, quoi. Et donc, un peu pris de panique, ils amarrent à couple un de leurs énormes Zodiacs, là, avec 200 chevaux ou 300 chevaux. Bon, ils sont pas à ça près, là, un truc de 10 mètres de long, là. Un semi-mou, comme j'aime les appeler. Et les voilà, ils poussent le bateau de la Coupe de l'América loin de nous. Et nous sommes là devant toutes les télés et on rame, un peu comme en faisant le haka des Maoris, là, parce que on ressemblait à ça quand même. Hein. On rame, et puis évidemment on s'épuise très vite à ramer, parce que ça dure 3 minutes, mais après on souffle. Donc ils arrivent à comprendre qu'on ne va pas les couler. Et donc ils retournent à la place qu'ils avaient. Et nous, on essaie d'aller à couple 2, mais bon, les gendarmes s'interposent. Donc il y avait le bateau de la Coupe d'Arnica, la gendarmerie maritime, et nous. Et on commence à discuter avec les matelots qui travaillaient qui étaient équipiers du bateau Areva. Alors les pauvres, on les a démoralisés au maximum et le staff sportif leur disait « Ne les écoutez pas, les regardez pas, ne répondez pas à leurs questions. » Et tout ce petit jeu dure quand même un bout de temps. Et pendant ce temps, le baptême, à un moment, on se dit « Mais le baptême, il a lieu où ?» Parce qu'on bloquait le bateau, quoi. On bloquait le bateau d'Areva, quoi. Et à un moment, on devine que le baptême, il doit se faire, c'est parce qu'il doit se faire à ce quai, là, qui est un peu plus loin, parce que les invités ne pouvaient pas aller devant le bateau d'Areva. Il était au large. Il était à une vingtaine de mètres au large du véritable quai continental, quoi, on va dire. Et là, quand on a compris ça, on s'est dit, mais c'est là qu'il faut aller. Et nous voilà, on se détache et on va vite à la rame. Et eux, ils se précipitent, 3 de l'équipe d'Areva se précipitent pour nous bloquer l'accès au quai. Ben, on était 11, ils n'ont pas pu nous bloquer, ils ont vite compris qu'on... Et nous voilà, on occupe la place d'Areva au quai officiel où devait avoir lieu le baptême. Alors il se passe 5 minutes, et là on les voit tous se paniquer sur Areva, qu'est-ce qu'on fait, ils ne bougent pas. Et je vois arriver un capitaine de gendarmerie qui vient me dire, messieurs, un responsable, bon je me désigne responsable, alors que tout le monde me dit, mais non, on est tous responsables, bon, c'est à moi qu'appartenait le truc. Et il me dit, je vous signale que le préfet maritime a interdit toute navigation sur la zone à partir de 19h. Et je lui demande quelle heure est-il? Il me regarde sa montre, il dit 19h02. Ah ben donc on ne bouge pas. Et donc le baptême d'Areva n'a pas eu lieu.
à ce moment-là. Les mines invitées de la base sous-marine, les petits fours, le champagne, les 2 ministres, ministre des Sports, ministre de l'Industrie, allez, tout ça, allez, à dégager. Bravo. Et c'est là, c'est suite au succès de cette action que le réseau Sortie Nucléaire a voulu, a accepté ce que j'avais proposé. Mais j'avais proposé, ma préférence, j'avais proposé 2 actions. Un concours d'avions à pédales, que je trouvais beaucoup plus porteur au niveau énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec très peu d'énergie? Économisons l'énergie, quoi. Une traversée de l'Atlantique en planche à voile, qui était une aventure sportive pour faire venir des jeunes et puis des moins jeunes au rêve, à l'imaginaire, à tout ce qu'on peut faire, tout ce que ça pouvait porter comme message positif, au lieu de faire des manifestations qui emmerdent le monde plus qu'autre chose et qui n'intéressent que les convaincus, quoi. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir fait des manifestations antinucléaires à Rennes, dans la ville de Rennes, à taper sur des bidons et à emmerder des ouvriers qui faisaient les 3 bits et qui n'avaient qu'une seule envie, c'est de dormir. Et puis, c'est là que j'ai compris qu'il fallait complètement changer de méthode, quoi. Voilà. Alors là, nous avons quitté Hierro, qui est une île absolument magnifique. Et nous partons pour vraiment la traversée de l'Atlantique. Nous allons mettre 24 jours. Et Hierro, qui est l'un des lieux où toute l'énergie électrique est faite par énergie renouvelable. Ils ont mis au point un système d'éoliennes qui sont placées, je crois, à 800 mètres de haut, et qui servent à pomper de l'eau de mer dans un lac à 800 mètres. Voilà. Et les jours où il y a moins de vent, ou les jours où ils ont besoin de beaucoup d'électricité, ils font tourner une turbine avec de l'eau qui descend, quoi. Ils utilisent l'eau du barrage. Donc ils combinent le barrage hydroélectrique avec l'éolienne. Et voilà. Et je trouve que Hierro est un exemple de ce qu'on peut faire, de ce qui se fait de mieux en énergie renouvelable. C'est vraiment bien. Hein, voilà. Alors là, nous voyons jouer avec les dauphins. Voilà. Des animaux très sympathiques qu'on voit un peu partout sur la planète. On en voit ici, hein, quand je sors en mer à Belle-Île, on en voit régulièrement au large de Belle-Île. On s'occupe comme on peut, on joue aux échecs. Et regardez, là, cette photo, elle est nickel parce que, tac, et le poisson qui se décroche. Ça, c'est pas bien, ça. Et évidemment, comment allumer un barbecue dans les alizés? Eh ben, vous pouvez toujours vous lever de bonne heure si le truc est sur le pont. Hein. Donc nous, on l'a mis, on allumait à l'intérieur, on le sortait par le hublot. On n'avait pas d'essence à bord, on n'avait rien, quoi, pour allumer mieux. Beaucoup de lecture. On passe notre temps à manger, à dormir, à nous baigner. Et voilà, le tofu assaisonné comme on peut. On en a eu, je crois que les dernières boîtes de tofu, on les a mangées 2 ans après la traversée. Et pareil pour les lentilles, parce que la Biocop nous avait donné des 500 kilos une palette de 500 kilos de bouffe, hein. Mais les lentilles, c'était que de la même sorte, quoi. Alors à la fin, on n'en pouvait plus, les lentilles marron, là, enfin, je ne sais plus comment elles s'appellent, on n'en pouvait plus, donc on a mis un temps fou à les manger. Et voilà, alors vous allez regarder là la réalisation de Sylvain. Une magnifique réalisation, une petite éolienne réalisée avec des boîtes des bouteilles en aluminium, des bouteilles de bière. Alors ils avaient
C'était la Dourada au Portugal. Je ne sais pas où ils avaient la Corona aussi. On a eu de la Corona à bord aussi. Après, maintenant, on se marre avec le coronavirus, enfin, qui n'est pas très rigolo. Mais on en a eu de la Corona aussi. Voilà, je ne sais pas ce qu'est devenu cette éolienne. Je crois qu'elle a dû casser avant notre arrivée. Là, nous sommes quasiment vent arrière. Voilà. Nous sommes dans les alizés. Bruce à la barre, le charpentier. Dimitri sous le pare-soleil. Parce que le soleil, ça tape. Et là, une petite erreur, je ne sais pas, l'image a été montée à l'envers, le bateau fait marche arrière, mais c'est pas grave, ça passe. Et voilà, alors on est vent arrière, donc on avait déployé toutes les voiles au maximum sur la largeur du pont. Et vous voyez une image prise de l'intérieur de la planche. Le moment du rêve. Donc là, on est dans une capsule spatiale. Là, on est dans la capsule spatiale et il y a Bionaute qui vient nettoyer le hublot de la capsule pour mieux admirer la Terre qui est en dessous. Voilà. Donc là, vous anticipez Thomas Pesquet. Voilà, oui. Bah, je pense que s'il regarde ce film, il sera très heureux de voir ces images. Et Bionaute qui va bientôt devoir avoir un gros boulot de nettoyage de toutes les saloperies que nous sommes en train de laisser dans l'espace aussi. On n'arrête pas d'en mettre partout. Bon, ben, voilà. La planche dans ces ébats nautiques qui commence à bien avancer. Là. Il y a de la mer. Mais on est rodé, on est à l'aise. Ah oui, alors là, c'est une manœuvre... nous mettons toutes nos voiles à plafond et nous allons aller nous baigner. Nous avons fait ça au départ toutes les semaines et après tous les 4 jours. Plus l'eau se réchauffait, plus il fallait le faire rapidement. Le plus vite... nous allons caréner. La planche n'a pas d'anti-fouling. Donc nous devons aller dans l'eau, gratter les algues et les coquillages qui commencent à se coller. Et au bout de 4 jours, en eau chaude, nous voyons des petites berniques qui font 5 mm. Au bout de 4 jours, elles font déjà 5 mm. Et il faut les enlever, parce que si on ne les enlève pas, le bateau va vraiment ralentir et à force ne plus devenir manœuvrant, quoi. Donc c'est une question de sécurité. Heureusement, la coque est facile à caréner, elle est propre. Le contreplaqué dessous est très lisse. Et il suffit de passer un petit coup de spatule pour décoller tout ça. Par contre, nous devons aller dans l'eau. Et là, je me souviens, la dernière fois que nous sommes allés dans l'eau, il y avait un bon force 6 et la mer était vraiment forte puisque en arrivant en Martinique, le houlographe avait enregistré 8 mètres de vagues. Voilà. On était à l'arrière d'une dépression tropicale. Et ça inquiétait beaucoup mon frère qui s'occupait de faire le routage à terre. Voilà. Là, on voit la grande houle qui défile, le gouvernail qui maintient bien le bateau. Il était très sain, là. Hein, il marchait bien, là. On a mis 24... Voilà, là vous voyez des images, là, elles sont presque impressionnantes, là, tellement que le bateau marche bien. De temps en temps, on fait 12 nœuds de temps en temps. On est quasiment vent arrière.
avec le petit flotteur du mauvais côté, mais ça fait rien. On sent que comme on est quasiment vent arrière, c'est encore valable, c'est encore possible. Si le vent avait forci, on aurait été obligé de changer la petite coque de bord, c'est-à-dire de faire un virement de bord, quoi. Regardez, elle plane là, elle plane le balancier là. Regardez. Hop. Et on va bientôt être en vue de la Martinique. Et vous voyez la grande houle. C'était la première pluie tropicale. Et le bateau avec le slogan de Groland, enfin l'autocollant de Groland devant, qui fonce. Ah, vous voyez derrière Sylvain, vous voyez accroché le pulvérisateur d'eau douce qui nous permet de temps en temps de nous rincer. On l'a utilisé très peu, mais on l'a utilisé quand même. On a dépensé en moyenne un peu moins de 3 litres d'eau par jour et par personne pour la traversée. Au départ, nous étions partis avec 500 litres d'eau et nous avons fait la traversée avec 130 litres. C'est tout. Oui, parce que là, elle est bien formée quand même. Alors, regardez, c'est pas beau ça? Regardez comme il marche là. Et là, ça cogne hein, même. Hein. Wow, putain, elle en vient de prendre gros. Ça cogne, hein. Ouais, ça cogne. 12 nœuds. Alors ce qu'on ne voit pas, parce que nous sommes arrivés en Martinique et nous sommes revenus de Martinique avec la planche. Et manque de peau, la caméra nous a lâchés en Martinique. Donc nous n'avons pas d'image du retour. Et au retour, dans les coups de vent entre les Açores et la Bretagne, je pense que la planche a dû passer les 18 nœuds. Il y avait quoi, 40 à 50 nœuds de vent. Je ne pouvais pas me permettre d'enlever des voiles parce que si on en avait gardé qu'une seule, elle aurait explosé. Il fallait garder nettement plus de toile pour que la planche aille, que la vitesse de la planche soit retranchée de la vitesse du vent, quoi, pour diminuer la pression du vent dans les voiles, quoi. Et de toute façon, il fallait toujours garder de la vitesse pour être manœuvrant, tellement que la mer était déferlante, quoi. Et donc, on avait gardé toute la toile et la planche, elle avait foncé comme jamais, quoi. Et je disais à Dimitri, te retourne pas, il barrait à l'arrière de la planche. Et je lui disais, te retourne pas, il allait avoir peur, il voyait les déferlantes qui couraient derrière, je voyais les déferlantes qui couraient derrière la planche et qui n'arrivaient pas à la rattraper parce que la planche allait vite, quoi. Voilà. Et ça a été ça pendant 3-4 heures de bons coups de vent, quoi. Des souvenirs magnifiques, hein. Un beau coucher de soleil. Voilà. Là. Ah, c'est la fin? Non, c'est pas la fin. Il paraît que ça a cogné cette nuit. Non. Les 3 dernières minutes. Les 3 dernières minutes, c'est le sommeil. Parce que moi, j'ai pas beaucoup dormi pendant la traversée. Non, il n'a pas coupé. Il a juste un passage dans le noir. Ah, d'accord. Bon, continue. Ça, c'est moi qui étais. Moi, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai perdu 5 kilos pendant cette traversée parce que j'étais toujours en éveil. Enfin, pas toujours. J'ai dormi un petit peu, mais très peu. Et quand je dormais, j'étais tout le temps à l'arrière du bateau, en prévision que le gouvernail nous lâche. Et parce que je l'aurais entendu s'il a été lâché, s'il avait pété tout près. Et on avait mis au point des systèmes, si jamais quelqu'un tombe à l'eau, il faut arrêter la planche, mais arrêter quand il y a toutes ces voiles qui sont déployées, c'est long, c'est compliqué. Donc on avait une espèce de bobine de fil de 300 mètres qu'il fallait jeter, mais il fallait être très 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 réactif. Et on s'était dit, si quelqu'un tombe à l'eau, il faut qu'il ait l'idée de regarder la planche, de regarder ce qu'on jette dans l'eau pour pouvoir s'y agripper dès qu'il peut, d'aller à...
Mais au bout de la bobine de 300 mètres, une fois déroulée, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'était pas simple. Donc j'ai toujours été très angoissé. Voilà. Et après, on a préparé la planche pour le retour, pour que justement on puisse barrer de l'intérieur. Et de toute façon, pour le retour, on n'allait plus que 3. Et donc le problème était en partie résolu. Et surtout, l'appareil à gouverner, j'ai transformé l'appareil à gouverner, j'ai fait deux gouvernails sous la coque du bateau au lieu qu'il soit tout à l'arrière. Donc on était beaucoup plus sécurisé pour le retour. Par contre, le retour a été difficile. Le retour a été difficile, 30 jours pour aller aux Açores de la Martinique, avec des vents faibles, contraires, et puis quelquefois forts, et puis une inquiétude parce qu'on a eu une voie d'eau, on a eu une petite fuite, j'ai remarqué à un moment, il y a eu une petite fuite à l'intérieur du bateau, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, et j'ai été quand même inquiet, je me suis demandé ce qui se passait. Voilà. Et aussi, on a eu un problème, c'est qu'à un moment, notre iridium n'a plus fonctionné. Parce que j'ai fait la bêtise de ne pas renouveler mon abonnement à l'iridium. On est parti et au bout de 15 jours de traversée, mon frère qui attendait des nouvelles n'en a plus eu. Et là, ils se sont vraiment inquiétés. Ils n'étaient pas loin d'appeler les secours. Alors mon frère a tempéré tout le monde. Non, on attend. Jusqu'à ce que mon fils Damien se dise, mais faudrait regarder l'abonnement ou pour voir où il en est. Et là, ils se sont aperçus que ils ont pu renouveler l'abonnement pour que l'iridium marche. Et au bout donc ils ont été une semaine sans nouvelles. Et quand ils ont appelé, tout le monde a été rassuré, bien sûr. Hein, quand nous avons rappelé, quand on s'est aperçu qu'il marchait, on s'est dit, ils vont appeler à un moment, on va continuer à appeler. Eux, ils se sont dit qu'ils vont appeler, et nous, on a continué à appeler tous les jours, mais ça ne marchait pas, jusqu'à un moment où ça marchait. C'est parfait. Donc tout le monde a été rassuré à ce moment-là. Mais au niveau de la voie d'eau, quelques jours après que l'iridium aura marché, j'ai appelé mon frère en lui disant « Écoute, prépare-toi à appeler les secours parce qu'il y a peut-être une voie d'eau. J'ai l'impression que la planche est en train de s'ouvrir comme une vieille godasse. » Et j'avais peur que, justement, ça s'ouvre, mais vraiment au sens propre, hein, s'ouvrir comme une vieille godasse. Parce que j'avais une fuite, je ne comprenais pas d'où elle venait. Et en fait, c'était rien. Il y avait eu juste un petit plan de collage qui avait pété à un endroit au niveau du puits de gouvernail. Et aux Açores, une fois arrivé aux Açores, je me suis aperçu que c'était rien. Alors la planche est en contreplaqué et un contreplaqué, un CTBX, hein, pour ceux qui savent ce que c'est, stratifié à l'époxy avec de la fibre de verre. Et le fond a été doublé avant de partir, hein, parce qu'elle tapait quand même assez fort. Quand on sortait en mer, on voyait bien qu'elle tapait. Et elle a un fond plat, elle tape, c'est normal. Et donc on l'avait doublé avec un contreplaqué coffrage béton. Et le contreplaqué coffrage béton a cet avantage qu'il est complètement étanche par lui-même et qu'il a une surface en mélaminé qui permet le démoulage facile des pièces en béton, quoi. Voilà. Et on l'avait simplement vissé sous la coque. Et on a bien fait de faire ça parce qu'elle tapait tellement fort dans la mer, quelquefois au près, elle tapait tellement fort. Je crois qu'on a sorti, avant d'arriver aux Açores, on a eu une mauvaise mer hachée et à un moment, il y a au moins la moitié avant de la planche qui est sortie de l'eau et qui est retombée brutalement derrière la vague, dans le creux de la vague suivante, quoi. Et ça cognait très fort. Et c'est là justement qu'est apparue cette petite voie d'eau qui m'a fait si peur à un moment, quoi. Voilà.
Alors là, je crois que c'est notre arrivée en Martinique, plein pot, avec la planche qui marche bien. Et voilà, notre aventure en Martinique va prendre fin. Voilà, nous avons vu la Terre. C'est le moment où on voit la Terre. Je peux vous dire qu'on est heureux là. Jean-Luc qui verse sa larmichette. Aïe aïe aïe. C'était... même moi, ça m'émeut encore là. Ouais. Et arrivé en Martinique, on a été très très bien accueillis par la commune de Sainte-Anne en Martinique. Et je remercie la commune pour l'accueil chaleureux qui a été fait à ce moment-là. On a pu être pendant 1 mois et demi à quai, le seul bateau à quai au quai de Sainte-Anne. Aucun bateau, normalement on y va, ne peut dormir là, il n'y a pas de bateau là-bas. Hein. Ils sont tous au port du Marin. Et ils nous ont permis d'accueillir là. Nous avons accueilli des écoles qui sont venues visiter la planche pour la traversée. Nous avons pu passer un petit message auprès des élèves sur les énergies renouvelables, sur la nécessité de ne plus polluer. Voilà, nous avons fait un petit travail de... Nous aurions bien voulu continuer un peu plus, mais pas de soutien du réseau, quoi. Et ça a été difficile. Ah oui, arrivé en Martinique, j'ai même demandé, mais attendez, là, ça y est, on l'a fait notre traversée atlantique, profitez-en, allez-y, communiquez là-dessus. Communiquez, allez-y, vous avez tous les moyens de le faire. Rien, ils n'ont rien fait. C'est pas fini. Après, j'ai demandé au réseau, mais je vous propose qu'on continue. On continue. On va à Panama, on traverse, on va dans le Pacifique, on va à Mururoa et on fait le 40e anniversaire de la bombe. Communiquez. Et après, c'est pas fini. Et après, on continue. On prend le cap sur le Japon. On va au 61e anniversaire d'Hiroshima. On va être reçu au Japon, mais de façon extraordinaire. Et après, on termine en redescendant à Panama, retraversant, et on va poser une motion à l'Assemblée, à l'ONU. On va déposer une motion à l'ONU, et avec un dossier qui s'appellera Projet Manhattan 2, c'est-à-dire la fin du nucléaire. Hein. Et vous savez ce qu'ils me répondent? Je vais dire ces cons-là, mais c'est parce que ça m'énerve, mais ils me répondent « prépare un dossier ». Comme si c'était pas à eux de préparer ce dossier, comme si c'était pas à eux de chercher les financements, comme si c'était pas à eux justement de faire ce travail. Moi je suis pas un préparateur de dossier, je suis un marin et je peux proposer ça, quelque chose que eux ne pourront jamais faire. Et voilà. Et ces abrutis-là, ils me disent « prépare un dossier ». Bon, je leur pardonne, hein, parce que de toute façon, on s'est bien marré. Mais c'est pas fini non plus, l'histoire, parce que on devait arriver, je sais plus quelle était la date, il y avait Jean-Marie Matagne, qui est un antinucléaire farouche de la première heure, qui avait organisé... pas un festival, mais une réunion auprès du public pour la fin des armes nucléaires, qui a milité toute sa vie pour la fin du nucléaire militaire, quoi. Et on voulait arriver à temps pour aller chez eux, et il y a un des administrateurs du réseau qui a refusé d'y aller, aller à cette réunion de Jean-Marie Matagne si nous y étions présents. Je ne comprends pas. C'est invraisemblable. Voilà, c'est comme ça s'est passé comme ça, tant pis. Maintenant, ils sont bons amis, hein, je les aime bien, mais j'ai fait d'autres trucs avec eux, je les vois de temps en temps sur des actions environnementales. Oui, je dis pas non, mais quelle bêtise. Ça, ils ont loupé quelque chose, là, parce que c'est pas d'une manifestation. Je sais plus combien ils avaient investi dans une manifestation en 2006, je crois en mars ou avril ou mai 2006,
à La Hague, ils ont investi ce dont on aurait eu besoin pour faire le projet Manhattan 2, quoi. Une manifestation qui a rassemblé 35 000 personnes et qui a fait un bide total, quoi. Un bide. C'est que ça. Les manifestations, ça ne sert à rien. À rien. C'est pas une manifestation qui a permis, qui a permis le moratoire sur les baleines. C'est quelques photos d'un plongeur de Greenpeace face à un cachalot harponné. C'est ce Zodiac de Greenpeace devant le baleinier russe ou norvégien, devant le harponneur, entre le cachalot et le harponneur, ou entre la baleine et le harponneur. C'est ça qui a fait. Hein. C'est des gens qui se mouillent et qui au-delà des opinions que peuvent avoir les gens, arrivent à créer un sentiment d'estime de la personne qui prend ses risques, quoi. Ben là, nous, on était quelques-uns à vouloir prendre des risques pour faire ça, quoi. Et ça aurait été payant. Bien plus que de faire une manifestation que tout le monde a oubliée. Voilà. Bon. Oui, une petite précision quand même. C'est que, en fait, mon problème avec le réseau sortie nucléaire, quelque part, je les remercie de nous avoir lâchés avant le départ. Parce que ça nous a forcés à sortir nos tripes. Ça nous a forcés à... On a été livrés à nous-mêmes et à aller au bout de ce que nous voulions faire. Bon. Et puis ça nous a... merci pour ça, quelque part. Même si c'est du gâchis. Mais merci pour ça. C'est ça qui est curieux, parce que je leur en veux de ne pas... d'avoir fait cette bêtise de nous lâcher. Mais, mais quelque part, je les en remercie, parce que ça nous a permis, nous, de surmonter toutes nos peurs, de prendre des risques que certains ont pris, comme que la grande majorité des gens ont pris comme des risques fous, parce que c'est vrai que c'était un sacré pari maritime de faire ce qu'on a fait. Mais bon, on l'a fait, donc merci. Par contre, là où ils sont bêtes, c'est de ne pas avoir en profité quand même. Voilà. Et puis je voulais aussi dire à tous les jeunes qui ont envie de réaliser des choses, faites-le. Il n'y a que... Si vous y rêvez et que c'est... Ne pensez pas que c'est impossible. Essayez. Vous verrez si ça l'est. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, eh ben on s'est bien marré. Ah oui, on s'est vraiment bien marré. Et je peux vous dire que cette aventure avec ses potes, avec tous les gens avec qui ça s'est fait, j'ai un souvenir avec eux. Ce sont des amis à la vie, à la mort. Hein. Il faut savoir que Bruce, nous l'avons rencontré 15 jours avant le départ. Il a été tellement ébloui par ce qu'on faisait, qu'il a dit, il nous a demandé d'être avec. Oui, viens. Plus on est de fous, plus on rit.